Donc, moi, je vous invitais pour que vous me posez des questions et que vous fassiez toutes les remarques pertinentes que vous pourrez faire, donc sur les 3 points que je vais aborder dans ce direct. Et comme je l'ai dit, on va commencer par les courriels d'interpellation que j'ai été obligée d'envoyer depuis le 31 mai 2000 non, c'est pas celui-là, zut, oh là 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 là, 31 mai 2023. Alors, attendez, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, un courriel d'interpellation, j'en ai déjà parlé, mais il faut répéter pour que les gens se disent, moi aussi, je peux en envoyer si un jour je dois le faire. Donc, c'est un courriel qui va interpeller une personne d'une manière frontale. Donc, une personne, évidemment, avec laquelle vous avez soit un conflit, un contentieux, ou vous avez une demande qui n'est pas satisfaite depuis un certain temps. Voilà. Donc, c'est un courriel frontal, déjà. Et ce courriel, il est, je l'appelle d'interpellation parce que, comme vous le voyez à l'écran, vous mettez, bien sûr, la personne en destinataire principal, mais vous mettez aussi beaucoup d'autres personnes en copie ouverte. Voilà, c'est ça la caractéristique principale de ce genre de courriel. C'est que vous choisissez de mettre en copie ouverte beaucoup d'autres personnes que le ou la destinataire principal. Alors évidemment, ces personnes, vous les choisissez parce qu'elles ont un lien avec le ou la destinataire principal, évidemment. Mais l'important, c'est que le ou la destinataire, quand il ou elle va recevoir votre courriel, va se dire, mince, ce que la personne m'écrit dans ce courriel, ça va être vu par 10, 20, 50, 100, voire 500 personnes, puisque la messagerie Gmail permet de mettre jusqu'à 500 destinataires en copie ouverte. Et donc, ça met une pression vraiment énorme sur la personne qui reçoit le courriel. Parce que si vous envoyez un courriel à une seule personne, d'accord, vous avez un petit contentieux avec monsieur ou madame X et vous lui envoyez un courriel pour lui dire que vous n'êtes pas content. Mais si monsieur ou madame X voit qu'il ou elle est tout seul à lire votre courriel, bah, c'est très simple. S'il n'a aucune envie de le lire ou d'y répondre, paf, ça part à la poubelle. Alors que si monsieur ou madame X voit qu'il y a 10, 20, 50 ou 100 personnes qui vont lire aussi ce que vous lui dites, eh bien là, ça devient public. Et là, si vous voulez, vos propos, ils acquièrent une force beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est la caractéristique principale. Moi, quand je fais mes courriels d'interpellation, je choisis aussi de mettre des titres percutants. Pourquoi? Parce que les personnes à qui je m'adresse, malheureusement, dans mon combat, reçoivent énormément de courriels par jour. Et donc, quand vous avez les courriels qui s'affichent dans la messagerie, en premier, on voit que les titres. Donc, moi, je choisis de mettre des titres percutants, déjà, pour que ça attire l'œil des destinataires. Et aussi, ce sont des titres un peu longs, parce que je choisis, en quelque sorte, un titre qui va résumer l'objet de mon courriel. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et en plus, ça me fait plaisir parce que c'est un peu comme dans les romans du 19e siècle qui paraissaient en feuilleton. Et en fait, les titres des chapitres de ces romans, ils étaient assez longs parce qu'ils voulaient justement inciter les lecteurs à comprendre de quoi il allait être question dans le chapitre. Et puis, le troisième caractère de mes courriels d'interpellation, c'est que je choisis de me présenter au début du courriel. En général, on commence par madame, monsieur, et puis on met son nom, éventuellement son titre à la fin. Moi, je fais l'inverse parce que je veux signifier aux personnes à qui j'écris qui, sur le papier, bénéficient d'un statut social ou professionnel beaucoup plus élevé que le mien, sur le papier bien sûr, eh bien, je choisis de leur montrer que je n'ai pas envers ces personnes une révérence a priori, d'accord? Je me considère comme leur égal et donc je choisis de me présenter, de m'affirmer au début de mes courriels. Voilà pourquoi, vous voyez là, je mets citoyenne de la République française, professeur certifié et lanceuse d'alerte. Et après, je mets le nom de la personne à qui je m'adresse et ses titres, bien sûr. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 caractéristiques de ce que j'appelle, moi, des courriels d'interpellation. Et c'est ce genre de courriel que j'ai dû envoyer au rectorat de Reims depuis 2016. Je crois que j'en suis à plus de 1000 courriels, je crois, franchement, depuis 2016. Voilà. Et en fait, je suis persuadée que ça m'a aidé d'une certaine façon. Ça m'a aidé à ne pas subir encore des représailles encore plus grandes.
C'est-à-dire, ça m'a aidé à bloquer certaines attaques de certains hiérarques du rectorat de Reims, à les bloquer parce que justement, je ripostais rapidement avec des courriels avec, comme je vous ai dit, 10, 20, 50 ou 100 personnes en copie. Voilà. Donc déjà, sur cette présentation de ce que c'est un courriel d'interpellation, à mes yeux, est-ce que Catherine ou Marc, vous avez des remarques? Bah, moi, je trouve ça très bien parce que on avait déjà fait ça avec quelques occasions où j'ai eu de participer à des courriers interpellatifs et ça met la pression sur les personnes. Et puis, de toute façon, quand on n'a pas de possibilité autre que de se faire, c'est le seul moyen de se faire entendre, bah, de toute façon, on n'a pas le choix et je trouve ça très bien. J'avais trouvé que tu avais lancé cette idée-là sur les parents en colère d'ailleurs. Oui. Et tu vois, ils ont gardé cette façon de faire, que tu leur as fait cadeau de cette façon de faire qui était très bien présentée. Et ça a été une bonne chose et ça a bien marché pour les enfants. Donc, c'est grâce à toi parce que c'est toi qui leur as montré la voie. Merci. Et toi, Marc, qu'est-ce que tu en Je penses? trouve que c'est très intéressant. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide que les sommations interpellatives que tu as déjà faites. Donc, ça a un petit peu le même objet, mais simplement que c'est plus rapide et puis que il y a plus de copies, en fait, plus de personnes qui en ont connaissance. Voilà, ouais. Alors, donc, je vais vous exposer rapidement, alors non pas les 50 courriels que j'ai envoyés depuis le 31 mai 2023, mais j'en ai sélectionné 7 parce que je les trouve représentatifs. Alors, quand je vous dis que j'ai commencé le 31 mai, en fait, là, vous voyez 28 juin. C'est que, comme j'avais décidé, pour lancer mon opération Stop au déni de justice, j'avais décidé de faire délivrer par huissier de justice aux 2 juges qui refusent depuis presque 2 ans maintenant, de prendre des mesures d'instruction dans les recours administratifs que j'ai déposés contre les 2 révocations que j'ai subies. Donc, première révocation par Blanquer, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, première révocation en août 2019 et deuxième révocation en septembre 2021, parce que la première, j'ai réussi à la faire annuler. Donc, ces 2 juges qui sont l'un à Châlons pour la révocation de 2021 et l'autre à Nancy pour la révocation de 2019, refusent depuis presque 2 ans de prendre des mesures d'instruction. Donc, alors, tout simplement parce que ces mesures d'instruction, si jamais les juges les prenaient, eh bien, en une semaine, c'est plié. Ils ont la preuve que le rectorat a fait un conseil de discipline irrégulier en 2019 et donc, ils doivent sanctionner le rectorat et annuler les 2 révocations. Et c'est sans doute la raison qui fait que les 2 juges ne prennent pas ces 2 mesures. Donc, j'avais décidé de leur faire délivrer une sommation interpellative par voie d'huissier le 9 juin. Et puis, donc, j'ai cherché des huissiers et des huissières pour le juge de Nancy et pour le juge de Châlons. Et il se trouve que le juge de Nancy, aucun problème, j'appelle une huissière qui m'avait été conseillée, je l'appelle le lundi, elle me dit « Ok, pas de problème ». Et puis, alors, pour le juge de Châlons, alors là, je me suis aperçue que j'ai eu une demi-douzaine de refus, pour des raisons différentes, ce n'est pas le sujet, mais j'ai eu une demi-douzaine de refus. Et ces refus étaient totalement injustifiés. Et donc, n'ayant pas d'huissier ou d'huissière pour délivrer à Châlons, finalement, j'ai dû abandonner cette idée et j'ai fait enregistrer la sommation par télérecours. Mais donc, je n'ai pas lâché l'affaire et je me suis adressée, premièrement, à la Chambre régionale des huissiers de justice, parce que maintenant, les huissiers il y a des chambres régionales dans toute la France. Et par exemple, pour nous, dans la Marne, c'est Marne, Aube et Ardennes. Voilà. Et donc, c'est une huissière qui est à Rethel, dans les Ardennes. Donc, je me suis adressée à elle pour lui dire « Madame, je trouve injustifiés les refus d'une demi-douzaine d'huissiers et d'huissières dans la Marne, et pouvez-vous me dire oui ou non ?» Ma question, c'était ça. Hein, pouvez-vous me dire oui ou non s'il existe un texte qui interdit à un huissier ou une huissière de justice de délivrer une sommation interpellative à un juge administratif. Et donc, cette personne, ne me répondant pas pendant plus d'une semaine,
eh bien, je monte encore plus haut et je m'adresse à la Chambre nationale des huissiers de justice. Et donc là, vous voyez, @CNCJ, ça veut dire Chambre nationale des commissaires de justice. Et là, eh ben, j'ai une réponse totalement, enfin, je n'arrive même pas à trouver un terme. C'est-à-dire que la dame, là, qui s'appelle Béatrice Duquesroy, elle me répond de la part du président de la Chambre nationale des commissaires de justice, qui s'appelle Maître Benoît Santoire. Elle me répond, eh ben, écoutez, madame, oui, faire délivrer une sommation à un juge administratif, ça serait contraire à notre constitution, parce que les magistrats administratifs, ils sont indépendants et on ne peut pas leur donner des ordres. En gros, c'est ça. Donc, elle ne répond pas à ma question. Oui ou non, existe-t-il un texte qui vous interdit de délivrer une sommation à un juge administratif? Elle ne répond pas à ma question. Donc, si elle ne répond pas à ma question, eh ben, je lui ai dit, et c'est le sujet du mail que vous voyez à l'écran, je lui ai dit, madame, ce n'est qu'une opinion. Vous affirmez quelque chose, mais vous ne pouvez pas le prouver. Or, il se trouve que moi, à Nancy, j'ai trouvé une huissière qui a délivré la sommation à la Cour administrative d'appel de Nancy sans aucun problème. Donc, pourquoi ce qui est possible à Nancy en claquant des doigts, pourquoi est-ce que dans la Marne, à Châlons-en-Champagne, pourquoi est-ce que ça pose tellement de problèmes? Voilà, je pose la question. Et donc, ce courriel de réponse que j'ai envoyé à Madame Béatrice Duquesroy, eh bien, j'ai mis en copie les huissiers et les huissières de la Marne qui m'avaient opposé un refus, et j'ai mis aussi les huissières à Nancy qui avaient accepté, bien sûr. Mais donc, vous voyez, ce courriel-là, c'était pour signifier à ces gens qui, encore une fois, me prenaient au début pour une teubée, mais bon, mais presque, quoi, vous voyez, parce que eux et elles, c'est des professionnels du droit, bien sûr. Et moi, au départ, au téléphone, ou par courriel, ils me prennent pour une citoyenne qui n'y connaît pas grand-chose. Donc, je voulais leur signifier par ce courriel que je connais quand même quelque chose et que, en tout cas, ce qu'on m'avait répondu, à partir de la Chambre régionale et de la Chambre nationale des huissiers de justice, eh bien, ça ne me satisfaisait pas. En tout cas, ça ne répondait pas à ma question très précise. Donc, c'est quand même moi qui avais raison en dernier recours. Voilà. Vous me dites si vous voulez… Non, c'est très bien. Ça. Est-ce que tu as eu une réponse le 28 juin? On est presque un mois après. Est-ce que tu as Non, bien sûr que non. Alors, ce courriel-là n'attendait pas de réponse, Marc, parce que ce courriel-là était fait pour clore la discussion. C'est-à-dire que j'avais reçu précédemment une réponse négative de Madame Béatrice Duquesroy, j'avais reçu une réponse négative de Madame Dautremé, qui est donc présidente de la Chambre régionale des huissiers de justice, et donc je voulais leur montrer, c'est pour ça que j'ai commencé mon courriel par oui, je voulais leur montrer que c'était moi qui avais raison quand même. Voilà. Et donc je savais que ces personnes ne me répondraient pas. Par contre, ce qui est intéressant, et vous le voyez sûrement à la fin, dans les destinataires en copie ouverte, c'est que j'avais mis en copie ouverte les deux juges auxquels j'avais fait délivrer la sommation interpellative. Donc, il s'agit de M. Philippe Christille, qui est au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et de M. Éric Mess, qui est à la Cour administrative d'appel de Nancy. Étant donné que je parlais d'eux dans mon courriel, puisque les sommations les concernaient, moi, je fais toujours les choses dans le dos, pas dans le dos, mais devant. Et donc, je me suis dit, ces deux juges-là, il faut qu'ils sachent que j'avais posé la question à la Chambre nationale des huissiers de justice. Et donc, ce qui s'est passé, Marc, c'est que je n'ai pas eu de réponse des huissiers, mais j'ai eu la réponse le lendemain de la part de M. Éric Mess. Oh. C'est-à-dire que M. Éric Mess, il n'avait pas reçu en main propre la sommation interpellative le 9 juin, le vendredi 9 juin. En fait, l'huissière, elle est allée à la Cour administrative d'appel et elle a demandé à parler au magistrat. On lui a répondu au greffe de la Cour d'appel que le juge était en audience et qu'il n'était pas disponible. Et donc, elle a laissé la sommation au greffe de la Cour d'appel. Et la sommation a été immédiatement enregistrée. Et pendant 3 semaines, M. Éric Mess n'a rien répondu. Rien. À mon avis, ce n'est que mon opinion, à mon avis, il n'avait peut-être même pas remarqué que dans mon dossier, il y avait une sommation qui venait d'être enregistrée. Mais quand il reçoit en copie ce courriel-là, il est bien obligé de s'apercevoir que oui, Jocelyne Chassard, il y a 3 semaines, lui a envoyé une sommation interpellative. Et en plus,
Là, elle est en train de dire à 20 huissiers que oui, elle avait le droit de le faire, afin que le juge fasse son travail avec impartialité. Donc, je pense que M. Éric Meiss, quand il a reçu ce courriel, il a été très vexé. Et ce qu'il a fait le lendemain, c'est qu'il a pris la décision de clôturer l'instruction de mon recours contre la révocation de 2019. Il a pris la décision de clôturer cette instruction au 17 juillet. Donc tu vois, Marc, c'est la réponse par ricochet. C'est pas lui, c'est pas le destinataire principal qui m'a répondu, mais c'est un destinataire en copie ouverte. Voilà. Bon, s'il a clôturé l'instruction, ça veut dire qu'il a tous les documents qu'il lui faut, qu'il est en mesure de se prononcer. Voilà. Alors que c'est pas vrai, mais c'est ce qu'il prétend. Comment ça, il a clôturé ton dossier? Ça veut dire quoi exactement? Alors, ça veut dire que le dossier qu'il a en charge depuis le 2 septembre 2021, eh bien, normalement, Catherine, en théorie, il est chargé de l'instruire. Ça veut dire, en théorie, il est chargé de regarder les documents que moi j'ai apportés pour dire que la révocation de 2019, elle est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Et il a regardé les documents que le ministère de l'Éducation nationale a envoyés pour dire « Mais non, pas du tout, Madame Chassard raconte n'importe quoi, la révocation et le conseil de discipline sont tout à fait réguliers, donc il faut annuler l'annulation de la première révocation. » Normalement, il regarde les documents. D'accord? C'est à ça que sert la période d'instruction. Et s'il y a des choses qui lui paraissent pas très claires, ou s'il y a des choses des documents qui semblent manquer, ou s'il a besoin de plus d'explications, eh bien, il prend des mesures d'instruction. Mais M. Éric Meiss, depuis le 2 septembre 2021, en fait, dans mon dossier, il ne fait rien. Rien. Voilà, il ne fait rien. Et donc, ça aurait pu continuer comme ça encore quelques mois, mais le fait qu'il appelle le courriel que je lui ai envoyé une sommation interpellative par huissier, c'est ça qui, à mon avis, l'a vexé. Et donc, comme il est vexé, eh ben, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me montrer que c'est lui le maître à bord, le seul maître à bord. Et donc, en clôturant l'instruction, il me dit « Madame Chassard, vous avez beau m'envoyer une sommation interpellative, c'est moi qui suis juge et je peux faire ce que je veux. Et si je veux clôturer l'instruction le plus vite possible pour me débarrasser de la patate chaude que constitue votre dossier, eh bien, je vais le faire. Voilà. Et on va voir comment vous allez répliquer. » C'est ça qu'il a fait. Il a clôturé l'instruction au 17 juillet 2023. Ce qui veut dire que s'il clôture l'instruction au 17 juillet 2023, il aurait pu, pour me mettre dans l'embarras, il aurait pu fixer une audience quelques jours plus tard et à partir du moment où il fixe l'audience, le jugement intervient quelques jours après. Voilà. Et je pense, c'est une opinion, que c'était son but, que c'était son objectif. Mais la façon dont j'ai répliqué, moi, à son ordonnance de clôture d'instruction, eh bien, ça l'a freiné. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Catherine? Oui. Okay. Moi, j'ai une question. C'est contre Éric Meiss que tu avais lancé une attaque, je ne sais pas comment dire ça au terme juridique, pour déni de justice, pour une histoire de délai anormalement long. Voilà, c'est contre lui. C'est lui que j'accuse de déni de justice, tout à fait. Lui, il est à Nancy, et il y a son collègue à Châlons-en-Champagne, que j'accuse exactement de la même chose. Mais là, je me focalise maintenant que sur Éric Meiss, parce que c'est lui qui a voulu clôturer l'instruction au plus vite, alors que M. Christie, qui est à Châlons-en-Champagne, pour la deuxième révocation, eh bien lui, en fait, il fait rien. Il fait rien. Il attend de voir. À mon avis, il attend de voir si c'est moi qui vais gagner le bras de fer avec M. Éric Meiss. Voilà. Mais c'est bien contre lui, oui. Donc ça, c'était le premier courriel qui a déclenché le bras de fer avec monsieur Meiss. Et donc, le lendemain du jour où monsieur Meiss a pris cette décision, eh bien, d'abord, je lui ai répliqué à lui tout seul, et c'est là que j'ai mis 99 personnes en copie ouverte. 99.
parce que ma messagerie s'arrête à 100. Et donc, je lui ai envoyé un premier courriel à lui tout seul le 29 juin, et le 30 juin, j'ai envoyé un courriel à sa chef, que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire Madame Sylvie Favier, qui est présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Et je l'ai intitulé, ce courriel, « Est-ce que le juge Éric Mess ignorerait la jurisprudence prétorienne relative à ses devoirs d'instruction ?» Alors, la jurisprudence prétorienne, j'ai fait exprès de mettre ce mot parce que c'est pour montrer, encore une fois, à ces personnes que je connais, j'ai bien été obligée depuis 7 ans, mais que je connais maintenant un peu le droit administratif. Et la jurisprudence prétorienne, ça veut tout simplement dire l'ensemble des jugements qui ont été rendus depuis des décennies ou des siècles par des tribunaux administratifs. Prétorien, ça veut dire quelque chose qui se passe dans les prétoires, c'est-à-dire dans les salles d'audience des tribunaux administratifs. Et donc, la jurisprudence prétorienne, c'est l'ensemble des décisions rendues par des tribunaux administratifs lors de conflits entre l'administration et les citoyens. Donc, cette question-là, c'était pour montrer à Madame Favier que je connais la vingtaine d'arrêts de jurisprudence, notamment du Conseil d'État ou même de cour administrative d'appel, qui justement obligent des juges administratifs à prendre des mesures d'instruction afin de vérifier ce que disent les citoyennes et citoyens quand ils ont un conflit avec l'administration. Pour vérifier ce que disent les justiciables, eh bien, les juges doivent prendre des mesures d'instruction. Parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils refusent de faire apparaître la vérité. Et ça veut dire qu'ils prennent parti pour l'administration contre les justiciables. Et donc, je voulais montrer à Madame Favier que je connaissais cette jurisprudence et que si le juge Éric Mess ne respecte pas cette jurisprudence, eh bien, il est coupable de déni de justice et de partialité contre moi. Voilà. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, je passe, hein, mais… Passe, parce que moi, je n'ai pas de questions. Pas de questions. Ok. Chapeau. Alors, comme il faut toujours s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints, donc j'ai aussi décidé de cibler le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, donc comme je le dis à chaque fois, et ça fait partie de ce que je crois être ma mission d'information quand je fais des émissions comme celle-ci, eh bien, donc il y a 3 niveaux des juridictions administratives. Il y a le tribunal administratif, ensuite il y a les cours d'appel administratives, et le 3e et dernier niveau, c'est le Conseil d'État. Donc on appelle le Conseil d'État la haute cour ou la cour suprême de la juridiction administrative. Voilà. Et donc, c'est la cassation. C'est la cassation. Alors, la cassation, c'est pour le pénal. Ouais. Voilà, la cour, tu as tout à fait raison, Marc. Pour tout ce qui est du domaine pénal ou du domaine civil, c'est la Cour de cassation. Et pour tout ce qui est du domaine de la justice administrative, c'est le Conseil d'État. Voilà. Et donc, au Conseil d'État, il y a une personne que vous voyez en bas à droite, qui s'appelle Madame Brigitte Fémolan, qui est présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Donc, c'est une mission qui a pour mission de veiller que les juridictions administratives fonctionnent bien et que les membres de ces juridictions, eh bien, font correctement leur travail. Donc, je me suis dit, puisqu'il y a un juge administratif qui ne respecte même pas la jurisprudence du Conseil d'État en matière de mesures d'instruction, eh bien, je vais le signaler à la présidente de la mission d'inspection. Voilà. Et donc, je lui ai envoyé un petit courriel le 30 juin. Alors, celui-là, j'ai commencé le 30 juin. Et puis, comme j'ai dû continuer, eh bien, je lui en ai envoyé un le 17 juillet. Et puis, il y avait aussi, comme destinataire de ce courriel, un autre personnage très important du Conseil d'État, que vous voyez en bas à droite, en bas à gauche, qui est monsieur Didier Roland Tabuteau, qui est le vice-président du Conseil d'État. Alors, vous allez me dire, mais s'il est vice-président, qui c'est le président? Malheureusement, en France, le vice-président du Conseil d'État, c'est le président de la République, c'est-à-dire l'actuel locataire de l'Élysée, ce qui vous montre à quel point la juridiction administrative est vraiment indépendante. Et donc, ce monsieur Didier Roland Tabuteau, eh bien, je me suis aussi adressée à lui. Et dans le courriel que je vous montre, je l'ai choisi parce que dans ce courriel, je leur dis, je vous invite à écouter
une vidéo que j'ai faite dans laquelle je m'adresse à vous directement. Et c'est la vidéo qui s'appelle « Adresse au Conseil d'État ». Et donc, je m'adressais directement à M. Tabuteau et à Mme Fémolan et je leur expliquais pourquoi j'avais besoin de leur aide, parce que j'avais besoin que la plus haute juridiction administrative regarde un peu comment un juge d'une cour d'appel ignore les mesures d'instruction, son devoir d'instruction. Et j'ai été contente de voir que Mme Fémolan et M. Tabuteau avaient lu mon courriel. Voilà. C'est bon? Je continue? Ouais, C'est un bon point. Ok. C'est très bien l'histoire de faire une vidéo pour expliquer ton cas. Je trouve ça très bien. Ben oui, en plus, comment dire, je tiens à le dire ici, je l'ai déjà dit, mais il faut toujours le redire, a priori, j'ai de l'estime pour ces personnages. Je veux dire, Madame Fémolan et Monsieur Tabuteau ne sont sûrement pas arrivés là où ils sont arrivés si c'était des benets. On est bien d'accord. Donc moi, je respecte le parcours de ces personnes qu'on appelle hauts fonctionnaires. Enfin voilà, je respecte leur parcours, a priori. Maintenant, si je m'aperçois que ces personnes, aussi respectables soient-elles sur le papier, ne me feront pas justice, mon opinion à leur égard changera. C'est aussi simple que ça. Mais à l'heure actuelle, je continue à leur accorder une certaine confiance. Et j'espère que depuis 3 semaines, 1 mois, j'espère que ces personnes ont œuvré afin de faire comprendre à M. Éric Mess qu'il avait intérêt à faire son travail correctement. Voilà. Alors, ça, c'était donc une partie des courriels que j'ai envoyés au juge administratif. Et puis, comme mon combat, il est double, il est aussi, depuis 2016, contre le harcèlement moral orchestré par des hiérarques du rectorat de Reims. Donc, je vous montre à l'écran un de ces hiérarques harceleurs et délinquants qui s'appelle Cyril Bourgerie. Et donc, il est DRH du rectorat de Reims depuis l'été 2018. Donc, en parallèle des courriels que j'envoyais au juge administratif, j'envoyais aussi des courriels à ce monsieur, Cyril Bourgerie, et je mettais, bien sûr, comme vous le voyez, 98 ou 99 personnes en copie. Et ces personnes en copie, c'était des membres du rectorat de Reims, du rectorat de région administrative du Grand Est et du ministère de l'Éducation nationale. Et bien sûr, des journalistes, comme pour les juges, je mettais des journalistes de la Marne ou de la Meurthe-et-Moselle. Voilà. Parce que, encore une fois, mes accusations, elles sont publiques depuis, ce que je le dis depuis 2016. Donc, elles sont publiques. Et donc, c'est la preuve que j'ai des preuves de ce que je dis. Voilà. Quand j'accuse Cyril Bourgerie d'être un délinquant en col blanc, je sais ce que je dis et je sais qu'il a commis des forfaitures. Et il le sait aussi, d'ailleurs. Et donc, celui-là, c'était le premier que je lui ai envoyé le 5 juillet. Et je lui disais qu'il avait commis des forfaitures et qu'elle serait bientôt révélée au grand jour. Voilà. Alors, évidemment, M. Bourgerie ne m'a jamais répondu et ne m'a jamais envoyé de notification de lecture, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a d'autres au ministère de l'Éducation nationale, il y en a d'autres à l'Inspection générale de l'éducation, et il y en a d'autres au rectorat de Reims qui m'ont envoyé des notifications de lecture. Donc, je les conserve précieusement parce que ça veut dire que ces personnes, elles ont pris conscience du problème. Après, on va voir si elles se débrouillent pour le régler. Et donc, celui-ci, par exemple, il est adressé à les membres de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. C'est un corps d'inspection qui a pour charge, un peu comme la mission d'inspection de Mme Brigitte Fémolan au Conseil d'État, donc c'est un corps d'inspection qui a pour charge de veiller au bon fonctionnement des fonctionnaires des différentes académies. Et donc, je m'adresse à ces membres et je leur dis, je vous ai signalé les forfaitures de Cyril Bourgerie, vous ne me répondez toujours pas, est-ce que je devrais aller jusqu'à la Cour européenne des droits humains? Parce que s'il le faut, j'irai, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit réglé à l'intérieur des frontières de la France. Hein. Et voilà, donc j'ai eu des notifications de lecture de ces personnes. Mais pour l'instant, toujours pas de réponse officielle. Et puis voilà. Donc ça, c'était, je vous dis, les 2 parties de mes courriels, c'était juge administratif et éducation nationale. J'ai eu des notifications de lecture de la part de beaucoup de membres du Conseil d'État. Et alors là, franchement,
c'était totalement inattendu pour moi, mais totalement. Et notamment des notifications de lecture des deux personnages importants que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, Madame Brigitte Fémolan, et surtout le vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire Monsieur Didier Rolland-Tabuteau. J'ai eu des notifications de lecture. Et ça, c'est incroyable pour moi, mais c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que ces personnes, eh bien, elles se rendent peut-être compte, effectivement, du grave dysfonctionnement qui se passe à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et donc, là, je vous ai mis les notifications de lecture que j'ai reçues de Madame Fémolan et de Monsieur Tabuteau depuis le premier courriel que j'ai renvoyé le 29 juin. Vous voyez ? Donc, j'ai mis en rouge, justement, le titre de mes courriels pour bien montrer à quel point mes titres sont percutants. C'est-à-dire que s'il m'envoie des notifications de lecture de courriels qui s'intitulent « Le juge Éric Mess couvrirait-il une manipulation frauduleuse du rectorat de Reims ?» bah, ça veut quand même dire qu'il trouve que ce que je dis, ça tient la route. Parce que sinon, il le mettrait à la poubelle, mon courriel. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est des notifications de lecture que j'ai eues de ces deux personnages importants jusqu'au 21 juillet. Vous voyez, la dernière notif de lecture, c'était le 21 juillet. C'est le jour où, justement, j'ai annoncé que j'avais porté plainte au pénal contre le juge de Nancy. Voilà. Et donc, pour moi, ces notifications de lecture, je le répète, c'est quelque chose de totalement inattendu, mais c'est plutôt un signe positif. Et je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, je trouve ça comme toi, je trouve ça encourageant, le fait qu'ils aient lu ton dossier, enfin ton mail, c'est déjà très intéressant. Et ça ne fait pas très longtemps en fait que ça a été lu, donc il y a le temps de traiter le dossier. C'est encourageant, j'ai envie de dire. Ouais. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu en penses, étant extérieure à la fonction publique? Je pense que vu les titres que tu mets, forcément, ils sont attirés pour lire ça, puisque c'est quand même grave ce que tu écris. Donc, je comprends leur intérêt d'ouvrir ton courrier. Donc, ça veut dire qu'ils sont au courant de ton affaire. Après, est-ce que ça aura une conséquence? C'est là toute la question. Mais effectivement, avec des titres comme ça, c'est tellement percutant qu'ils sont obligés de lire, quoi. Ils ne peuvent pas dire après, je n'étais pas au courant. Hein. Voilà. Parce que tu dis quand même des choses graves, en fait. Bah oui. Donc, tu présentes les choses de façon grave, donc forcément, voilà. Mais tu as raison, Catherine, mais parce que c'est grave. C'est grave.